Bonjour Angélique, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur l'expérience collaborateur. Bienvenue Angélique et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. N'hésitez pas, vous allez voir, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Livestorm, c'est assez interactif. Sur le chat, sur la droite de votre écran, vous avez un petit message de bienvenue. N'hésitez pas à y répondre pour nous certifier que vous nous entendez bien. Et c'est là également où vous pourrez nous poser toutes vos questions. Vous avez également normalement un petit bouton où il y a écrit rejoindre la scène. Donc, si jamais pour les plus téméraires et ceux qui souhaitent échanger avec nous, n'hésitez pas n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça sera un plaisir de vous accueillir sur la scène. Et sinon, si vous êtes dans le métro ou au bureau et que vous ne pouvez pas prendre la parole, on sera ravis de répondre à vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez surtout pas à interagir avec nous sur la droite de votre écran. Alors, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, puisqu'on va être ensemble pendant une petite heure avec Angélique de Tadeo pour répondre à toutes vos questions sur l'expérience collaborateur, j'avais envie un petit peu quand même de nous présenter, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse ni Angélique, ni moi-même, ni les entreprises pour lesquelles on travaille. Donc, très rapidement, en quelques mots, pourquoi on a eu aussi envie de traiter ce sujet qui finalement prend un petit peu d'ampleur en France, mais qui est quand même plus largement répandu dans d'autres pays. On en reviendra sur ce sujet également. Mais pourquoi on a envie de parler de ce sujet? Moi, j'ai rencontré Angélique il y a maintenant presque un an et demi même. Et on a eu une super discussion finalement sur effectivement les collaborateurs, comment engager tous les collaborateurs en période de crise, puisque c'était en plein Covid. Et donc, c'était une discussion tellement enrichissante que j'ai eu envie aussi de participer à ce rôle qui est clé pour moi, pour une entreprise, et qui fait partie de toute une stratégie que les entreprises ne doivent pas négliger. Et c'est la raison pour laquelle on a eu envie de le partager au plus grand nombre également. Donc Angélique, tu nous parleras un petit peu plus en détail de ton parcours, mais tu es employée expérience et culture manager chez AB Testi. C'est ça. Que tu as d'ailleurs rejoint depuis plus de 2 ans et demi, si je me trompe pas. Ce poste-là, depuis plus de 2 ans et demi, si je ne me trompe pas. Exactement. Et d'ailleurs, tu avais également, en fait, c'est un sujet qui te tenait à cœur, parce que tu as également écrit un bouquin ou une documentation à la suite de tes études sur ce sujet. Oui, j'avais écrit mon mémoire de fin d'études sur le thème du bien-être au travail. Alors à l'époque, j'avais aucune idée de l'existence de ce métier, mais voilà, comme quoi il y avait peut-être une prémisse, un signe sur mon orientation professionnelle à venir. Il y a une petite graine qui était plantée en tout cas, qui t'a donné envie. Et pour ma part, du coup, pour ceux que je ne connais pas, donc je m'appelle Zoé et après 2 ans chez Lyon, Lyon qui est l'école de l'aide entrepreneuriale, j'ai rejoint sa maman, on va dire, donc Maria, qui est le campus auquel appartient Lyon. Maria Schools, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on a été créé il y a maintenant un an. On est un campus d'école qui regroupe 4 écoles dont fait partie Lyon. Il y a également Lyon, l'école de l'entrepreneuriat. On a également Hiro, qui est l'école du storytelling, Maestro, qui est le bootcamp pour devenir product manager, et le petit nouveau Rubix, qui est l'école d'Innoqueb qui vient tout juste d'être créée. Pourquoi je vous parle aussi de Maria Schools? Parce que, en fait, finalement, l'ambition de toutes ces écoles, c'est un objectif commun, qui est finalement de rendre tous les collaborateurs, que ce soit au sein de grands groupes, au sein de startups, au sein de PME, épanouis et surtout acteurs de leur vie professionnelle. Donc, ça a beaucoup de sens pour nous d'en parler également aujourd'hui, et c'est ce pourquoi la thématique me tient à cœur. Aujourd'hui, ensemble, on va parler d'expérience collaborateur. Dans un premier temps aussi, on va parler de finalement, dans ce monde un peu hybride, après cette crise qui a quand même eu un impact fort sur les nouvelles métiers du travail, sur la manière dont chaque collaborateur va envisager son travail, que ce soit sur place ou en télétravail. Comment on fait face à ça? Quels sont un peu les enjeux aussi pour les entreprises? Donc ça, je pense qu'Angélique, tu auras beaucoup à nous dire sur ce sujet. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à répondre dans le chat, à poser toutes vos questions. Nous, on va se mettre une discussion, mais n'hésitez pas à interagir, qu'on puisse répondre à vos enjeux. N'hésitez pas aussi à vous présenter pour savoir aussi un peu l'audience que l'on a, si vous êtes plutôt côté responsable RH, si vous êtes plutôt manager, et du coup, quels enjeux vous rencontrez pour motiver aussi vos équipes, pour les engager dans leur job.
Voilà, de savoir un peu qui vous êtes nous permettra de répondre au mieux à vos questions. Du coup, dans un premier temps, bah, déjà, merci encore une fois, Angélique, franchement, d'être avec nous. Ça me fait super plaisir de partager ça au plus grand nombre. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter, parce que je l'ai fait en quelques mots, mais je pense qu'il y a beaucoup plus à dire, et également nous présenter ABTST dans les grandes lignes. Alors oui, donc moi aujourd'hui je suis employée Experience and Culture Manager, c'est un titre qui sonne très bien, c'est très joli. Je vais vous expliquer du coup aujourd'hui en quoi consiste mon rôle. Pour me présenter en quelques mots, j'ai une formation école de commerce en marketing avec une spécialisation e-business. J'ai travaillé au préalable dans des secteurs e-commerce et puis sur des postes de marketing avant de rejoindre ABTST il y a 7 ans maintenant. C'est une entreprise dans laquelle j'ai un parcours un peu atypique. Je suis arrivée au tout début de l'entreprise, on était 25 collaborateurs et aujourd'hui on est 250. Donc en 7 ans, on a bien grossi. Et moi, j'ai un poste qui a pas mal évolué du coup du fait de l'hypercroissance de l'entreprise entre équipe client, équipe marketing et puis équipe RH aujourd'hui sur mon poste d'employé experience. Et donc ABTST, c'est une solution qu'on vend à l'ensemble de nos clients pour optimiser son site web. Je le dis avec des mots simples du coup. Pour les équipes RH qui sont en face de nous, en fait, on aide nos clients. Donc, je vous en cite quelques-uns. On travaille avec Decathlon, Le Bon Coin, voilà, des gros acteurs e-commerce, ou d'ailleurs juste à des grosses sociétés qui ont des sites internet. Et on les aide à optimiser leur site web via un outil qu'on met à disposition. Très clair. Voilà. Et du coup, finalement, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée sur ce poste? Comment? Parce que quand on en avait discuté justement aussi, c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément ce poste. On entend souvent parler d'expérience collaborateur, mais le poste en lui-même n'est pas hyper répandu en France. Ouais. Toi, tu m'avais dit que c'était aussi répandu plutôt aux États-Unis, dans les pays anglophones. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Donc, l'histoire de mon poste jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'en fait, bon, il y a ce mémoire de fin d'études qui est sûrement resté quelque part dans ma tête. Ensuite, donc j'ai eu une formation marketing. Quand je suis arrivée chez ABTST, on m'a proposé un poste de consultante. Donc, j'accompagnais les clients, qui a été une expérience vraiment chouette. Avec le temps, j'ai eu l'opportunité de retourner au marketing donc, et de rejoindre l'équipe marketing France chez ABTST. Et à cette époque-là, justement, on était en train d'ouvrir des bureaux à l'international et puis de s'expandre un peu partout. Et les fondateurs m'ont proposé de prendre l'opportunité d'aller ouvrir, d'aller créer l'équipe marketing sur le bureau américain basé à New York. Donc à cette période, l'opportunité. Bien, et donc j'ai saisi l'opportunité. J'ai donc déménagé à New York où je suis restée une année et où j'ai développé le marketing pour ABTST sur les US. Et en fait, durant cette année-là, j'ai eu la chance de rencontrer déjà beaucoup de monde et de comprendre beaucoup mieux la façon dont fonctionnaient les entreprises aux États-Unis. Mais surtout, alors c'est quelque chose de très spécifique à ABTST, en fait, après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, on offre à tous nos collaborateurs une journée off durant laquelle on leur demande de s'isoler, alors en pleine nature généralement, dans la forêt. Pour ma part, j'ai décidé de le faire à la plage, parce que si on ne passe pas depuis Manhattan, on peut prendre le métro pour aller à la plage. Donc j'ai décidé de faire cette journée quand j'étais aux États-Unis. On venait de créer un peu plus tôt ce concept de journée off qu'on appelle la journée de retraite chez ABTST. Donc en fait l'idée c'est qu'après 1 an minimum d'ancienneté dans l'entreprise, on nous offre cette journée durant laquelle on s'isole en pleine nature pour se ressourcer et pour prendre le temps de réfléchir sur soi-même, donc sur l'année ou les années déjà écoulées chez ABTST, et puis c'est l'occasion de faire le bilan sur ce qui s'est bien passé, sur ce qui s'est moins bien passé, sur ce qu'on aime, sur nos qualités. C'est vraiment l'objectif, c'est une introspection pour réfléchir à nos points forts et nos aspirations pour pouvoir se projeter sur un futur au sein de l'entreprise. Une fois qu'on a fait cette journée-là, on a un questionnaire en fait à répondre et à renvoyer aux fondateurs. Et donc les fondateurs, ça leur permet du coup, avec une entreprise qui commence à être un peu plus conséquente, de garder un lien avec chaque salarié, de les connaître, et puis d'arriver à les mapper dans les plans futurs
par exemple, si un collaborateur nous dit moi, j'ai l'aspiration de rejoindre telle équipe, potentiellement, si un poste s'ouvre, on va penser à lui tout de suite parce qu'on donne l'occasion aux collaborateurs ce jour-là de s'exprimer sur leurs aspirations, leurs points forts. J'adore cette idée. Donc, du coup, j'en ai profité. À New York, je me suis dit, en fait, je voulais rentrer en France. Pour des raisons très personnelles, incluant notamment le fait que je voulais retrouver la nourriture française. Donc voilà, je suis très transparente. Je comprends. Donc j'avais prévu de rentrer en France début 2019 et du coup de quitter mon poste au marketing aux US que je ne pouvais pas reprendre depuis la France parce qu'avec la différence de time zone, impossible de continuer à travailler pour les US. Donc, je me suis posé la question, mais en fait, c'est quoi ma prochaine étape chez AB Testy, s'il y en a une? Donc, j'ai profité de cette journée de retraite pour faire le bilan. Et en fait, la conclusion que j'avais sur ce bilan, c'est que s'il y avait bien une chose que je voyais à améliorer chez AB Testy, c'était la communication interne. Parce qu'en ayant déménagé aux États-Unis, je me suis rendu compte que finalement, tout ce qui se passait au siège en France, généralement, ça n'allait pas plus loin que les frontières. Donc, on a souffert d'un manque de communication en étant sur un bureau international. Et donc, j'ai amené cette idée aux fondateurs en leur disant, voilà, il y a peut-être un sujet qui m'intéresse, pour le coup, c'est la communication interne. Après, est-ce que ça serait un métier à temps plein? Je ne sais pas. Voilà, je suis ouverte à discussion. Alors aujourd'hui, avec le recul, je pense que c'est un métier qui peut être complètement à temps plein. Mais à l'époque, je me posais la question et finalement, je pense que j'ai eu de la chance et les étoiles se sont bien alignées parce que exactement ce même jour, le fondateur m'a rappelé en me disant c'est incroyable, je suis en train d'écrire une fiche de poste et finalement tout ton compte rendu de retraite, ça colle point pour point avec cette fiche de poste que je suis en train d'écrire qui est culture officer. Et donc moi je me suis dit tiens marrant, culture officer, ça me dit rien du tout. Je vais me renseigner, mais j'étais presque déçue finalement du fait qu'ils me disent j'ai un poste pour toi et qu'ils me parlent d'un poste dont j'ai jamais entendu parler. Et puis finalement, je suis revenue après cet appel avec le fondateur dans les locaux d'AB Testy et puis j'en ai parlé à mes collègues américains qui eux ont tous réagi en disant mais c'est génial, Culture Officer, mais c'est hyper connu aux États-Unis. T'as ça dans toutes les plus grandes anciennes startups, chez Google, chez Netflix, chez Red Bull. Voilà, c'est les entreprises qui sont un peu à l'origine de ce poste. Et donc, j'ai fait mes propres recherches. Voilà, j'ai contacté aux États-Unis quelques culture officers que j'ai trouvés sur LinkedIn pour un peu mieux comprendre leur métier. J'ai acheté des livres et puis lu pas mal d'articles sur Internet pour mieux comprendre. Et finalement, je me suis dit, OK, je me retrouve bien dans ce poste et ça colle bien à mes aspirations. Et j'arrivais enfin à comprendre pourquoi les fondateurs avaient pensé à moi pour le moment. Et voilà l'histoire de comment le métier s'est créé chez AB Testy. C'est une belle histoire à raconter. Et du coup, donc concrètement, finalement, pour ceux qui, peut-être comme toi, il y a quelques années, ne connaissent pas ce poste de culture officer, est-ce que tu pourrais nous décrire finalement concrètement c'est quoi tes missions au quotidien si tu devais décrire une journée type? Ouais. Alors déjà, mon objectif en tant que culture officer, c'est de m'assurer que les valeurs de base de l'entreprise, donc il y a beaucoup d'entreprises qui définissent leurs propres valeurs, ou alors même sans les définir, elles sont existantes, parce que voilà, il y a des valeurs de base qui sont transmises. Donc mon rôle, c'est de m'assurer que ces valeurs soient comprises et vécues et véhiculées par tous les collaborateurs, peu importe leur poste et leur localisation. Donc ça, c'est la mission de base. Ensuite, dans les actions que je mène au quotidien, en fait, je vais accompagner tous les collaborateurs de leur arrivée à leur départ, peu importe la durée du contrat en question, mais mon rôle, c'est de m'assurer qu'ils vivent une expérience qui est hyper positive. Donc, je leur dis souvent, quand ils arrivent, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que peu importe dans combien de temps vous partez, le jour où vous partez, vous puissiez me dire c'était génial. Voilà, en 2 mots, c'est ça. Ensuite, du coup, concrètement, les missions qui m'incombent, finalement, ça commence même avant que le collaborateur arrive, puisque la première mission sur laquelle je travaille, c'est la marque employeur. Donc, j'accompagne les équipes RH sur tout ce qui est visibilité de l'entreprise, mais sur le plan RH. Donc, je ne vais pas du tout parler du produit et de la solution qu'on vend, je vais vraiment parler de l'expérience de vie d'entreprise d'AB Testy. Donc, pour ça, par exemple, je vais communiquer sur les réseaux sociaux, sur des chiffres clés qui parlent de la vie chez AB Testy. Je vais aussi écrire des articles de blog. Donc, sur notre site anglophone, on a toute une section dédiée à des articles qui expliquent qu'est-ce que c'est que de vivre chez AB Testy au quotidien, tout ce qu'on met en place pour les salariés, toutes les petites spécificités de la vie d'entreprise.
Et puis après, voilà, je vais par exemple essayer d'obtenir des labels ou des awards. On a été récemment nommé comme Happy at Work, donc entreprise où il fait bon vivre. Voilà, je vais aussi participer sur ces choses-là. Ça, c'est la première mission. Donc, c'est avant même que les candidats arrivent. Déjà, finalement, il y a une première interaction à travers cette marque employeur. Ensuite, une fois que les nouveaux candidats arrivent, je m'occupe de l'onboarding. Donc, je les accueille, je les reçois, je leur présente l'entreprise dans les grandes lignes, je leur parle surtout de la culture de l'entreprise et de nos valeurs. Et puis ensuite, je les accompagne sur leur semaine d'onboarding, parce que chez nous, ça se déroule sur une semaine d'onboarding. Voilà, je m'assure qu'ils aient les contacts qu'il faut, qu'ils puissent trouver une réponse à toutes leurs questions. Souvent, je leur dis que je suis un peu le Google ou Wikipédia de ils ont une question et qu'ils ne savent pas où aller chercher, ben, ils me demandent, soit je pourrais leur répondre, soit au minimum, je pourrais leur dire qui va leur apporter la réponse. Une fois cet onboarding passé, je vais toujours rester un point de contact récurrent avec tous les collaborateurs via deux biais. Le premier, c'est que j'ai mis en place un outil de questionnaire anonyme chez ABTesty, qui était déjà existant, mais qu'on a fait évoluer avec le temps, où en gros, on questionne régulièrement nos collaborateurs sur leur satisfaction à propos de l'entreprise, mais de plusieurs piliers, par exemple, si ça se passe bien avec leurs collaborateurs ou avec leurs managers, s'ils sont satisfaits des conditions de travail dans lesquelles ils sont, s'ils sont satisfaits de leur salaire, voilà, il y a des piliers clés qu'on suit régulièrement. Et du coup, je les interroge pour savoir, voilà, avoir du vrai feedback, savoir comment ils vivent les choses. Et le deuxième outil que j'utilise pour faire ce suivi du coup auprès des collaborateurs, j'ai mis en place quelque chose qu'on appelle que j'appelle les stay interviews, en partant du principe que, en tout cas pour moi, dans toutes les entreprises précédentes que j'ai faites, j'ai le souvenir que côté RH, le jour où un collaborateur part, on a cet entretien avec les RH qui nous disent pourquoi vous partez. Donc on leur explique les raisons et puis généralement la RH va vous dire ok, très bien, c'est noté, merci pour vos retours, on va essayer de s'améliorer à la suite pour éviter d'avoir des départs à nouveau. Et moi je me dis c'est dommage en fait d'attendre que la personne parte pour prendre ce retour et décider de mettre en place des actions alors qu'on aurait pu le faire plus tôt. Donc, ce concept de stay interviews, finalement, ça vient à l'inverse de l'exit interview, où je vais demander aux collaborateurs, tu es chez ABTesty, pourquoi tu es chez nous, pourquoi tu restes, et qu'est-ce qui pourrait te faire partir. Et finalement, ça me permet de collecter des feedbacks hyper intéressants sur le pourquoi il reste, savoir les actions mises en place sur lesquelles il faut qu'on capitalise et donc sur lesquelles il faut continuer à travailler, et qu'est-ce qui pourrait te faire partir, finalement m'aider à construire une roadmap d'actions sur lesquelles travailler pour justement ne pas arriver à ce départ du collaborateur. Totalement, c'est anticipation au final. Voilà. Et puis la toute dernière action de mon poste, c'est une fois que les collaborateurs partent, parce que évidemment il y en a toujours qui partent, c'est finalement parce que ça fait partie de notre culture. Nous, on a vraiment un état d'esprit chez ABTesty, on est très tourné vers l'humain. Et en fait, finalement, c'est pas parce qu'un collaborateur part qu'on coupe les ponts. On veut rester en bon terme. Et du coup, je gère aussi un programme alumni pour ABTesty où l'objectif, c'est de conserver ce réseau des anciens et puis arriver à garder le lien. Et voilà, il y a plein de choses qui sont à faire aussi. Super, j'espère que ça donne plein d'idées aux personnes qui nous écoutent. Je sais qu'on va revenir sur certains points dans le détail juste après. Moi, il y avait une question quand même qui m'intéressait beaucoup. C'est finalement sur l'onboarding, parce que c'est quand même un point aussi d'entrée dans l'entreprise pour les nouveaux collaborateurs. Comment vous avez défini au final la durée de l'onboarding? Parce que je sais que moi, d'expérience, quand je venais souvent dans des grands groupes, c'était une journée. Finalement, est-ce que toi, tu as un point de vue à partager sur, je dirais pas les bonnes pratiques, mais nous, on s'est posé la question, au final, un onboarding, combien de temps il devrait durer? Est-ce que vous avez fait des recherches? Comment vous avez établi finalement la durée de l'onboarding? Alors en fait, c'est intéressant parce que du coup, ABTesty, donc je vous ai dit que c'est un outil pour optimiser les sites web. En réalité, à la base, c'est un outil de test and learn. Donc en fait, on teste des choses sur les sites web et on apprend des résultats de nos tests. Et en fait, nous, comme c'est l'outil qu'on vend, c'est quelque chose qui est très culturel chez ABTesty. En fait, dans tout ce qu'on fait, on fait du test and learn. On essaye et on apprend. Donc, de la même manière, pour l'onboarding, on a testé des choses et puis on a vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Donc, on a commencé à créer l'onboarding il y a au moins 5 ans, je dirais. Et finalement, c'est un onboarding qui évolue
continuellement en fonction des apprentissages, des retours. Donc, on a aussi cette culture du feedback qui est assez forte à tous les niveaux. On ne demande pas juste aux collaborateurs comment ça va et comment ils se sentent. On demande aussi, après chaque point, on demande aux collaborateurs de nous donner leur retour. Et après chaque onboarding, par exemple, je demande aux nouveaux arrivés de me faire leur retour sur leur ressenti de cet onboarding. Et en fonction de ces retours, tous les mois, j'ajuste et j'adapte le fonctionnement. Et aujourd'hui, ce qui fonctionne, mais qui est voué à évoluer peut-être à partir du mois prochain, c'est qu'on a décidé de mettre en place, après cette session d'accueil que moi je gère et de présentation globale de l'entreprise, on a un point de tous les onboardés avec chacun des managers de pôle. Donc, on a décidé pour des raisons logistiques, pratiques, d'avoir un onboarding tous les mois chez ABTSTI, la première semaine du mois. Donc, l'équipe de recrutement s'arrange pour que tous les nouveaux arrivent cette première semaine. Et du coup, durant cette première semaine, durant toute la semaine, ils vont voir pendant une demi-heure ou une heure, en fonction des différents sujets, voire même plus, un des managers d'équipe qui va présenter son équipe, ses challenges, son organisation, etc. Super. Voilà du coup pour l'organisation. C'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on se posait beaucoup, donc je trouvais ça intéressant de voir comment vous l'avez mis en place. Il n'y a pas une méthode idéale, c'est vraiment en fonction de votre cœur d'activité, de la taille de votre entreprise, de la façon dont vous fonctionnez. Nous, on est une entreprise internationale, donc on a des bureaux un peu partout dans le monde, donc on était obligé de trouver un moyen de s'adapter pour pouvoir gérer les personnes sur différentes time zones. On est 250 aujourd'hui, mais on a en général entre 3 et 15 personnes qui arrivent chaque mois. Donc, il faut aussi pouvoir faire quelque chose. Voilà, on essaie de créer une cohésion sur ces périodes d'arrivée. Voilà, c'est vraiment très spécifique à chaque groupe. Ça peut être intéressant aussi si vous vous posez la question de comment organiser votre onboarding. Alors déjà, sur Internet, vous pouvez trouver plein d'idées. Mais moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est récolter les feedbacks de vos salariés qui vous diront eux-mêmes ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Nous, on avait par exemple une session, comme on est dans le milieu de la tech, on avait une session où on expliquait les bases de la technique. Et finalement, on a eu des retours disant quand on avait des candidats tech, ils nous disaient finalement ça ne nous intéresse pas, on connaît déjà tout ça. Et quand on avait des candidats non tech, eux nous disaient moi j'ai rien compris, donc cette partie-là, c'était pas génial. Et donc on a décidé de le mettre de côté parce qu'on se dit finalement c'était pas utile. Et voilà, donc de leur demander leur feedback et aussi de vous mettre en contact avec d'autres personnes, d'autres entreprises. Moi, je le fais beaucoup, de contacter des RH d'autres entreprises, de faire des déjeuners ou des cafés quand on peut, juste pour savoir comment ça se passe chez eux. Et pas forcément copier, mais voilà, à prendre les bonnes idées et puis les adapter chez nous. Totalement. Super, merci beaucoup pour cette réponse. Tout à l'heure, tu parlais aussi du coup de valeurs qui étaient fortes chez vous, notamment cette un peu culture du test and learn, et c'est la manière dont vous avez du coup créé votre onboarding. Moi, je voudrais savoir un petit peu, parce que on voulait aussi aborder ce côté aussi, alors j'aime pas le terme crise, mais plutôt on va dire le monde hybride, au final où quand même tout a évolué. Est-ce que, parce que pour moi, ça semble quand même important que finalement, c'est un peu les valeurs qui nous drivent toutes les décisions qui vont être prises par l'entreprise, donc qui conduisent les décisions qu'on va prendre. Est-ce que toi, tu as ce sentiment-là aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui a eu lieu chez vous? Vous avez été contraint à des décisions peut-être parfois difficiles ou engageantes. Est-ce que pour toi, les valeurs que vous avez définies sont toujours aussi importantes dans justement la prise de décision, notamment dans le contexte actuel? Ouais, et en fait, c'est intéressant. En écoutant ta question, j'ai un exemple très parlant qui me vient en tête. L'année dernière, début de la crise de la pandémie qu'on connaît tous, nous, la question s'est clairement posée de quel est notre avenir face à cette pandémie. Au départ, on s'est dit, bon, c'est bien, on est une entreprise dans le milieu de la tech. Du jour au lendemain, on a tous pu aller travailler chez nous avec nos ordinateurs portables. Aucun problème. A priori, ça s'annonçait bien. Les gens étaient même contents de découvrir le télétravail. Sauf qu'on travaille avec énormément de clients qui sont dans des milieux très différents et puis finalement dans le milieu e-commerce pour beaucoup et qui se sont retrouvés à faire face à des vraies difficultés, voilà, qu'il y avait des magasins pour lesquels ça ne fonctionnait plus. Donc on a eu quelques clients qui ont même mis la clé sur la porte. Alors
sous la porte, pas beaucoup. Mais on a surtout eu beaucoup de clients qui nous ont dit, en fait, on ne sait pas ce qui nous attend face à cette pandémie et on va geler tous nos budgets. Et donc, il dit tous les budgets gelés, c'est-à-dire pas de renouvellement de contrat, pas de possibilité de signer des nouveaux contrats. Donc, le premier trimestre de pandémie, ça a été assez stressant chez nous. Et puis, on n'avait aucune visibilité. On s'est demandé, est-ce que ça va durer 3 mois? Est-ce que ça va durer 1 an? Est-ce que ça va durer plus? Et donc, il y a eu des décisions à prendre très difficiles par la direction. Entre autres, on a décidé de geler les augmentations salariales voilà, l'été dernier. Et décision très difficile, mais qui a été prise essentiellement pour une raison, parce qu'on voulait conserver les postes de tout le monde. On a commencé à avoir des entreprises qui ont commencé à licencier en masse au début de la pandémie, et la bienveillance et l'esprit d'équipe, c'est une des valeurs de l'entreprise. Et en fait, les fondateurs se sont dit, impossible, on peut pas commencer à prévoir des plans de licenciement sous prétexte qu'on fait plus de croissance. Donc, on prend la décision drastique de mettre tout le monde au même niveau, donc pas d'augmentation, ce qui fait que tout le monde râle. Mais derrière, on s'assure de conserver les postes et de ne pas avoir à faire de plan de licenciement. Et ça a été un sujet vraiment très difficile à gérer, surtout très difficile à faire comprendre, parce que voilà, on est nouveau salarié, on nous dit tu n'auras pas ton augmentation cette année, en général on reste dans son scope. Et moi, finalement, mon rôle, il a été beaucoup d'accompagner les fondateurs sur le sujet et de faire comprendre qu'en fait, c'était une décision qui était prise pour le bien pour le respect de nos valeurs de bienveillance et esprit d'équipe. Oui, totalement. Très belle illustration. Il n'y a pas plus concret que ça. Super. Et alors, Sabine, on va revenir sur ta question justement plutôt sur la fin, sur finalement comment on mesure l'expérience collaborateur, notamment sur les indicateurs clés, sur toi tu l'as choisi. Comment tu as construit ton questionnaire et peut-être à quel rythme tu le proposes. Avant ça, je voulais juste parler finalement aussi de comment toi, du coup, ce monde hybride, comment vous l'avez réorganisé? Est-ce que, déjà, selon toi, un peu, est-ce qu'il y a des grands défis auxquels il faut être alerte, que ce soit nous, en tant que manager ou en tant que RH ou en tant que responsable de l'expérience collaborateur? Est-ce qu'il y a vraiment des défis sur le côté hybride de distance présentielle et finalement voilà, comment vous avez un peu... Bon, alors, c'est 2 questions en une, mais comment vous avez vécu aussi le retour au bureau, si c'est le cas? Comment vous l'avez préparé un petit peu aussi? Alors, du coup, pour répondre à ta question sur les défis, moi, j'en vois 2 principaux. Le premier, c'est qu'en fait, nous, comme beaucoup d'entreprises, on était une entreprise où tout le monde travaillait au bureau et on n'avait pas vraiment une politique de travailler en remote. Et l'une de nos valeurs, c'est l'esprit d'équipe, je l'ai dit. Donc, une fois que tout le monde se retrouve à travailler en remote, ça a été le vrai gros challenge de l'année précédente, c'est de conserver cet esprit d'équipe, où jusqu'ici, c'était ma valeur favorite parce que c'était celle pour laquelle je n'avais pas de travail à faire. C'était simple, au bureau, tout le monde s'entendait bien et il y avait quelque chose d'inné dans cette valeur où il n'y avait pas beaucoup à faire. Et puis finalement, avec tout le monde en travaillant en remote, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc en fait, aujourd'hui, on est sur un monde hybride, mais je pense qu'un des gros challenges, c'est d'arriver à trouver la juste balance pour conserver cet esprit d'équipe qui est quand même important pour beaucoup. Et le deuxième challenge, ça va être la capacité de chaque entreprise à se différencier pour attirer des nouveaux talents. À une époque, il y a quelques entreprises qui se différencient en disant nous, on propose du remote facilement. Aujourd'hui, tout le monde propose du télétravail avec de façon plus ou moins souple, mais finalement, c'est plus un élément différenciateur. Donc, le challenge, surtout dans un monde où, comme tout le monde est en télétravail, c'est très très simple de rejoindre une entreprise, peu importe où on se trouve. Si on veut conserver ses talents, il va falloir trouver d'autres idées pour et attirer des personnes et conserver ce qu'on a en interne. Totalement. Et du coup, sur la question, vous avez plusieurs bureaux un peu partout en France et aussi à l'étranger. Oui. Vous n'avez pas eu de problème sur des personnes qui vous ont dit finalement je quitte l'entreprise parce que moi j'ai décidé d'être totalement en ce qu'on appelle le full remote, totalement distanciel, ou est-ce que du coup vous avez changé votre politique et vous avez dit finalement on accepte aussi les gens totalement à distance et qui n'ont pas de bureau? Alors on a complètement changé notre politique comme beaucoup d'entreprises. On s'est laissé, alors pendant 1 an évidemment tout le monde était travaillé de chez soi. On a quand même gardé, en dehors des périodes de confinement, nos bureaux ouverts
parce qu'on ne voulait pas que des personnes qui sont dans des situations un peu difficiles, par exemple, qui travaillent dans un tout petit appartement à Paris, qui n'ont pas une connexion Internet adéquate ou voilà, qui sont dans des conditions un peu difficiles, soit se retrouvent bloqués. Donc, on a dit à chaque collaborateur, voilà, les bureaux restent ouverts. Si vraiment vous ne pouvez pas travailler de chez vous, on vous autorise à venir travailler depuis le bureau. Et finalement, depuis le 6 septembre, donc depuis la rentrée, on a appliqué une nouvelle politique de remote, donc qui avait été communiquée en début d'année, mais qui est officielle depuis septembre, où on demande à chaque collaborateur de revenir 2 jours par semaine au bureau. Et sur les 3 jours suivants, on est flexible. S'ils préfèrent travailler en télétravail, ils peuvent. S'ils préfèrent revenir un peu plus au bureau, ils le peuvent aussi. L'idée de cette règle, c'est qu'on conserve quand même des moments de présence pour faciliter les échanges déjà, parce que c'était une des problématiques aussi qu'on a découvert avec le remote, c'est que les échanges informels se font moins bien. Et puis parfois, il y a des questions qui peuvent être réglées en 2 secondes quand on croise quelqu'un, et là, ça prend des semaines parce que par un échange d'email, c'est beaucoup plus long. Et puis aussi pour conserver l'esprit d'équipe, le fameux. Donc, le fait de forcer les gens à se retrouver, ça nous assure qu'ils ont des bons moments à passer ensemble. Justement, enfin, excuse-moi, tu voulais. Justement, il y avait une question de Claire qui nous disait, donc tu as un peu en partie répondu à cette question, mais tu as peut-être d'autres éléments. Comment finalement vous avez réussi à créer un sentiment d'appartenance aussi, qui est même au-delà, je pense, de l'esprit d'équipe, c'est aussi appartenance à la boîte, à la culture de la boîte, avec des personnes qui sont à distance, et peut-être même des personnes qui ont été recrutées à distance pendant la période de Covid et qui du coup n'ont pas connu l'expérience d'avant, on va dire. Est-ce que vous avez mis en place des rituels en interne? Sur l'année dernière, ça a été compliqué de créer ce sentiment d'appartenance sur des personnes recrutées à distance, onboardées à distance. Et on a tout testé. Tout ce que vous avez pu voir dans les médias, etc., tout ce qui existe, on l'a fait. Les escape games à distance, les e-coffee, enfin voilà, toutes les bonnes pratiques, on a tout testé. Et en fait, tout est sympa une première fois, mais sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Parce que quand on a besoin de contact humain, la distance, enfin voilà, la visio, ça remplace pas. Là, ce qu'on met en place, du coup, maintenant que la politique s'assouplit un peu et qu'on peut retourner au bureau, c'est qu'on demande à chaque nouvel onboardé de rester 1 mois à travailler depuis le bureau. Donc, quand on rejoint Abetesti, pendant 1 mois, on est obligé d'être tous les jours au bureau. On s'assure que le manager est là autant que possible, ou en tout cas des autres membres de l'équipe. Et après, au bout d'1 mois, la personne passe sur la politique flexible avec minimum 2 jours par semaine au bureau. Et puis après, si besoin, il choisit s'il veut venir. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi, il y avait la question juste avant de quelqu'un qui est en full remote, ou voilà, en remote complet. Nous, on a quelques personnes chez nous qui sont en full remote, donc à temps plein en remote. Soit parce qu'elles ont été recrutées selon ces critères-là. Généralement, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a proposé aussi aux collaborateurs, s'ils le souhaitent, de travailler en work from anywhere. Donc, ils peuvent travailler de n'importe où, à condition d'être dans un des pays où on a un des bureaux. Ça, c'est pour des questions RH. Mais par contre, ces collaborateurs-là doivent avoir au minimum 5 ans d'ancienneté dans leur métier. Parce qu'on considère que si on n'a qu'un an d'ancienneté sur un poste, c'est difficile d'être complètement autonome. Donc voilà, c'est la règle, on a fixé 5 ans, ça aurait pu être 4, ça aurait pu être 6. Donc aujourd'hui, chez nous, on a quelques personnes qui sont en full remote, qui du coup sont tout le temps chez elles, sauf on leur demande 3 jours par trimestre de revenir au bureau et de rencontrer les équipes, de voir les équipes. Et puis généralement, c'est le moment qui est choisi pour organiser un team building et faire en sorte que les équipes créent un peu un lien. Super, ça donne envie. On a Marie qui voudrait revenir un peu sur la partie d'onboarding. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail, finalement, sur quels sont un peu votre accompagnement en période d'onboarding? Est-ce que tu as différentes étapes? Tu nous parlais des rencontres avec chaque personne clé, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez en place dans cette période d'onboarding? Alors, à la base, avant la pandémie, tous les nouveaux arrivaient à Paris, donc peu importe le pays dans lequel ils étaient recrutés, États-Unis, Singapour, Angleterre, Allemagne, Espagne, français, tout le monde arrivait au bureau de Paris et du coup, c'était une semaine qui était très forte en émotion parce qu'on avait notre classe
de newbies qui passaient en fait toute la semaine ensemble, qui mangeaient ensemble, qui se voyaient toute la semaine. Là, du coup, sur la pandémie, on a perdu ça, et c'est pour ça aussi qu'on a perdu un peu ce côté voilà, adhésion à la boîte. Ce qu'on essaye quand même de conserver, c'est qu'aujourd'hui, si on a plusieurs personnes qui arrivent en France, là c'est ce que j'ai fait le mois dernier, j'ai dédoublé l'onboarding, donc avec un onboarding pour les Français, parce que je pouvais me rendre au bureau de Paris, et puis du coup on a pu voilà, déjeuner ensemble, partager des moments, et puis un onboarding pour les équipes internationales qui, elles, n'ont pas encore le droit de voyager d'un pays à l'autre, donc ne peuvent pas nous rejoindre pour l'onboarding. Donc évidemment, c'est plus compliqué de créer ce lien, même si souvent j'essaye de demander aux personnes localement d'organiser un petit apéro si possible en fonction des règles sanitaires. Ensuite, pour accompagner les personnes tout au long de la semaine, moi déjà je crée un channel sur Slack, on utilise Slack comme outil de communication interne. Je crée un channel avec tous les nouveaux et tout au long de la semaine je leur envoie des messages en leur donnant voilà, des petits tips, donc voilà, des conseils en disant bah, tiens, si vous ne l'avez pas encore vu, il y a ça ici, je vous invite à lire ça, et puis des petites questions, est-ce que ça va bien, comment ça s'est passé, voilà, des petits rituels, j'essaye de les mettre en avant aussi, de leur donner de la visibilité auprès des anciens collaborateurs pour annoncer leur arrivée et que tout le monde soit là et prêt à les accueillir, même si c'est par des messages sur Slack. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont mises en place. Est-ce que vous faites aussi, alors je ne sais pas si le terme est connu de tous, je sais que nous, on est à plus petite échelle, mais on a vraiment à cœur que chaque personne qui arrive soit un peu pris en charge, on va dire, par quelqu'un d'autre, donc on appelle ça un buddy. Donc c'est un peu la personne qui va pouvoir répondre à toutes tes questions. Un buddy. Que ce soit sur, voilà, exactement, un buddy, sur finalement des choses un peu informelles, je sais pas, c'est quoi les horaires à peu près, enfin des choses qui peuvent paraître, où on a peur de poser la question à son manager quand on vient d'arriver. Par exemple, la politique du télétravail, si c'est pas assez clair, ou des choses comme ça. Est-ce que vous aussi, vous avez mis en place les buddies ou... Alors, avant la pandémie, encore une fois, il y a un avant-après à chaque fois. Avant la pandémie, on avait ce système de buddy mis en place. On demandait à une personne du bureau français, puisque c'est là où se font les onboarding, de se proposer pour être buddy d'un des nouveaux. Donc à chaque fois, chaque nouveau qui arrivait avait un buddy assigné et on trouvait un moment dans la semaine pour organiser un déjeuner des buddies. Donc il y avait tous les nouveaux avec leur buddy. C'était l'occasion de se connaître et puis d'avoir une personne, justement un contact en interne. Généralement, pas de la même équipe. On essayait que ce soit pas de la même équipe pour que ça ouvre les horizons et puis les contacts. Sauf qu'évidemment, avec la pandémie, on ne pouvait plus organiser ces déjeuners. Et surtout, on a essayé de conserver ce concept de buddy, mais sans ce déjeuner pour créer le lien, finalement, le lien s'est pas trop fait. Et le buddy, son rôle était surtout assez fort la première semaine où il faisait visiter les bureaux, où voilà, il donnait les bons plans un peu du quartier. Et là, à distance, on ne retrouve plus ça. Donc actuellement, on est en train de revoir le concept de buddy parce qu'on reste convaincu que c'est bien d'avoir quelqu'un un peu de référent quand on arrive. Et en fait, on pense à passer sur un concept de parrain plutôt que où la personne, au lieu d'avoir ce rôle de contact pour toutes les questions, aura un rôle aussi professionnel. Donc là, pour le coup, ce sera une personne dans l'équipe qui va accompagner le collaborateur pour répondre à toutes ces questions, mais aussi le faire monter en compétences et puis l'accompagner sur ses premiers jours de travail. Bah, c'est parfait parce que ça fait totalement la transition avec la question de Marie, que je voulais également aborder finalement le point de vue aussi manager, parce que je pense qu'on a parmi nous aussi des personnes qui ne sont pas forcément RH, mais plutôt sur un poste de manager, et que ça intéresse quand même sur finalement l'expérience collaborateur. Marie nous demande donc, là tu nous as un peu expliqué le point de vue d'un onboarding un peu RH, donc de ce point de vue-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'onboarding plus opérationnel avec les managers, finalement comment vous l'avez mis en place en remote? Est-ce qu'il y a un planning et du coup c'est le manager qui est en charge de l'onboarding de son collaborateur, c'est lui qui met en place les réunions, les démonstrations d'outils, etc. Ou comment ça se passe du côté manager? Du coup, tout est géré par moi sur la partie onboarding. Donc aujourd'hui, on a un calendrier type avec chaque réunion, avec chaque manager qui est prévu. Après, moi, justement, je suis le point de contact des managers. Si jamais la directrice marketing me dit « Ah, lundi après-midi, je ne vais pas pouvoir faire l'onboarding parce que j'ai un rendez-vous urgent », du coup, je vais être en charge de réorganiser l'agenda, trouver le bon créneau qui va aller à tout le monde et puis réadapter. L'idée, c'est que les managers sachent juste que cette semaine-là, ils ont normalement un créneau dédié d'une certaine durée en fonction de leur métier.
Après, je leur demande chaque mois de le faire en visio, en live aujourd'hui. Mais je leur ai aussi demandé à tous d'enregistrer une de leurs sessions, ce qui fait que si pour n'importe quelle raison, ils ne peuvent pas se rendre disponibles, je propose aux nouveaux arrivés de regarder la session en replay. Ce qui n'est pas idéal et bon, voilà, de regarder toutes les sessions en replay, c'est pas hyper marrant. Mais on a quand même comme projet aujourd'hui, et c'est pareil, avant, après pandémie, on réfléchit à faire un onboarding semi-asynchrone. D'accord, oui, je vois. On aimerait avoir une partie, enfin, tous les sujets qui sont répétitifs, on va dire, chaque mois, voilà, les missions de l'équipe marketing ne changent pas tous les mois, l'organisation non plus. Donc, en fait, d'avoir des bouts de vidéo qui expliquent chacun des sujets qu'on pourrait réutiliser chaque mois. Et par contre, essayer de quand même de conserver un lien humain en organisant, pourquoi pas à la place, un déjeuner avec les directeurs des différentes équipes, ce qui permettrait de poser des questions en direct. Et puis, je pense que pour les directeurs, c'est aussi plus sympa que tous les mois d'avoir à répéter la même chose. Et puis, il y a aussi certaines sessions qu'on ne peut pas faire de toute façon en asynchrone. Le point avec l'IT pour récupérer son ordinateur et installer, etc., ben, c'est forcément en face à face. Moi, l'onboarding que je fais pour accueillir, expliquer les valeurs, je pense que même si je pouvais l'enregistrer, enfin, je peux l'enregistrer, je pense qu'il faut garder quand même ce côté un peu humain qui est assez fort chez nous. Et puis pareil, un point avec les RH pour poser toutes les questions. Voilà, il y a des formations, un autre outil, nous, très spécifiquement, qu'on fait, bah, c'est pareil, je pense qu'il faut le faire avec quelqu'un qui nous guide directement. On est en train d'essayer de trouver un juste milieu pour que ce soit simple et ludique pour tout le monde. C'est marrant parce que justement, tu parlais de format un peu hybride, de asynchrone, synchrone. Nous, c'est ce qu'on a mis en place justement chez Maria, justement avec une plateforme, avec des vidéos, mais aussi des rendez-vous avec chaque personne clé, on va dire, pour les personnes. Donc, c'est marrant que tu en parles. Je voulais revenir un peu sur le rôle du manager au final, parce que toi, tu es dans ton entreprise, ils ont la chance d'avoir quelqu'un dédié pour l'expérience collaborateur. Dans une entreprise, au final, où il n'y a pas forcément ce poste expérience collaborateur, mais il va y avoir plus des postes RH. Pour toi, qui en fait est la personne un peu responsable de l'expérience des collaborateurs? Est-ce que c'est le manager? Est-ce que c'est les RH? Quels sont un peu quel est le rôle du manager dans l'expérience collaborateur? Alors, je crois que c'est une des toutes premières phrases que je présente quand je fais l'onboarding pour parler de la culture d'entreprise. J'ai une phrase en anglais qui dit que l'expérience du collaborateur, c'est la responsabilité de chacun. Donc, c'est aussi bien la responsabilité du manager que du collaborateur en question. Si on veut avoir une chouette expérience de travail, chacun peut amener sa pierre à l'édifice. C'est pas forcément le manager qui doit organiser les team building de son équipe. Il peut dans son équipe avoir des gens qui proposent des idées et lui il les valide évidemment. Mais voilà, c'est ce que j'essaye de vraiment pousser à tout le monde, c'est de leur dire, si vous trouvez que c'est pas bien, ben, soyez acteur du changement que vous voulez voir chez AB Testi et le pouvoir est donné à tout le monde. Après, évidemment, les managers ont un rôle hyper important à jouer parce qu'ils sont quand même censés être garants du bien-être de leur équipe. Donc, j'échange régulièrement avec les managers en direct pour leur donner des conseils, en fait, leur dire n'oubliez pas, il y a ça, n'oubliez pas de faire ça. Mais voilà, tout le monde est responsable. Et après, au niveau de porter les valeurs, je pense que la plus grosse responsabilité, elle incombe aux fondateurs de l'entreprise. Parce que finalement, si les fondateurs ne sont pas oui, les représentants même des valeurs, les gens n'y croient pas, ils ne les suivent pas. Voilà. Et ça, pour le coup, le fait de vivre les valeurs, c'est vraiment quelque chose qui est top-down. C'est-à-dire que si les fondateurs ne vivent pas les valeurs, ça se diffusera jamais dans l'entreprise. Et si les managers ne sont pas non plus porteurs de ces valeurs, ce sera très, très difficile de les diffuser. Totalement d'accord. Totalement. Et effectivement, Marie, c'est aussi au collaborateur d'être responsable de son intégration. Effectivement. Parce que je vois que le temps tourne, il nous reste un petit quart d'heure, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser dès maintenant. Je voulais revenir sur le point justement de Sabine, sur finalement vous, la mise en place de questionnaires pour prendre le pouls auprès de vos collaborateurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, d'une part, peut-être la manière dont vous l'avez construit, à quel rythme, enfin pas à quel rythme, mais à quelle fréquence vous proposez ce questionnaire, et notamment, effectivement, quels sont les principaux indicateurs que toi tu cherches à évaluer. Alors je te pose beaucoup de questions, hein, mais qu'est-ce que tu fais au final de ces indicateurs
Ok. Voilà. Alors, on a mis ça en place en 2017, je pense. Donc, on avait le premier outil qui avait été mis en place par l'équipe RH. On a testé plein d'outils. On test and learn toujours. Donc, on a testé plusieurs outils, plusieurs formats. Aujourd'hui, le format qu'on a choisi, pareil, parce que ça s'adapte à notre entreprise et parce que c'est aussi un format qui a été défini en fonction des retours des collaborateurs. Donc, là, on est passé sur un nouvel outil et avant de le mettre en place, j'ai questionné tous les salariés, leur dire c'est la fréquence qu'on a actuellement, est-ce qu'elle vous va, est-ce qu'elle vous va pas, est-ce que vous avez d'autres idées. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que toutes les 2 semaines, on a une question sur l'humeur qui est envoyée à tout le monde. Donc on leur demande juste comment ça va aujourd'hui. Donc toutes les 2 semaines, ce qui nous permet de suivre quand même, on va dire, de prendre la température sur l'humeur d'une équipe. Et si une semaine, on voit qu'on a un gap complètement creux sur une équipe, bah, ça nous permet de nous alerter, de se dire, OK, il y a un souci, qu'est-ce qui se passe et d'intervenir. Toutes les 2 semaines, alors on aurait pu le faire toutes les semaines, mais les gens se plaignaient déjà d'être beaucoup sollicités, donc on a espacé un petit peu. Et ensuite, tous les 3 mois, donc à chaque trimestre, on envoie un questionnaire là qui est beaucoup plus gros avec une quarantaine de questions, où là on pose des questions sur tous les piliers de l'expérience employée. Donc voilà ce que je disais, la relation avec les collègues, le manager, la satisfaction vis-à-vis du salaire, etc. Et ensuite, ce qu'on fait du coup avec ces feedbacks qu'on récupère, alors bah, du coup sur le mood, c'est très simple, on intervient très vite et s'il y a une équipe qui a le moral au plus bas, on va tout de suite voir le manager, on lui demande ce qui se passe et on essaye de trouver des solutions. Sur les gros questionnaires qui sont envoyés chaque trimestre, je fais une analyse complète de tous les retours, donc aux questions, et puis on a des verbatims aussi, donc des feedbacks qui sont donnés écrits. Et à partir de là, j'ai mis en place un plan d'action, donc une roadmap, une réelle roadmap avec différents sujets, différents niveaux de priorisation, différents ownership, parce que je ne suis pas responsable de tous les sujets. Par exemple, si l'équipe tech me dit nous, ça ne va pas trop parce qu'on n'est pas assez staffé, donc on n'a pas assez de personnes, on n'a pas assez de monde dans l'équipe. Là, finalement, c'est plus mon sujet, c'est le sujet de l'équipe de recrutement, de l'équipe finance pour valider les budgets, etc. Et là, mon rôle, ça va être d'être un peu entremetteur pour débloquer les situations. Je vais aller voir l'équipe RH en leur disant, bon, apparemment, ils n'ont pas assez de monde dans leur équipe. Qu'est-ce que vous avez comme retour? Qu'est-ce qui est prévu? Je vais aller voir les finances pour dire, bon, apparemment, ils ont un besoin. Est-ce qu'on a le budget pour? Et voilà, je vais faire en sorte de faciliter. Souvent, les gens me disent que j'ai le rôle de facilitateur, mais c'est un peu ça. Faire en sorte que les actions avancent parce que bah, je prends l'ownership sur ces problématiques des employés. Super intéressant. Sabine, n'hésitez pas à répondre si sur les principaux indicateurs, ça répond à votre question. Mais du coup, effectivement, il y a le taux d'engagement aussi, j'imagine que vous devez mesurer. C'est Finalement, ça. est-ce que. Et alors, du coup, tu nous avais parlé au tout début de une journée offerte à chaque collaborateur au bout d'un an pour prendre du temps pour soi, pour se poser des questions justement de où est-ce que je me vois un petit peu dans le futur de la boîte. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité et est-ce que c'est renforcé par des rendez-vous avec le manager qui, je ne sais pas, est-ce qu'il y a le manager qui voit son collaborateur de temps en temps pour faire le point sur Alors, son parcours? déjà, on a mis en place des points trimestriels. Donc, à chaque fin de trimestre, il y a un point avec le manager pour faire le bilan du trimestre passé, définir les objectifs sur le trimestre à venir et puis échanger sur n'importe quel sujet, donc y compris évolution au sein de l'entreprise. Ensuite, cette journée de retraite, quand elle est faite, finalement, moi, dans mon nouveau rôle aujourd'hui, c'est moi qui collecte les retours de retraite que je transmets aux fondateurs. Donc, comme ça, ils conservent cette vision sur l'ensemble des salariés. Et ce que je fais aussi, c'est qu'il y a une des questions dans ce formulaire qui est où te vois-tu à l'avenir chez ABTST? C'est quoi tes ambitions, tes aspirations professionnelles? Et la réponse à cette question-là, les salariés sont prévenus, j'envoie la réponse à leur manager direct. Donc en général, je me dis, bon voilà, le retour de telle personne sur la journée de retraite. Je ne sais pas si tu es au courant. Si oui, ben, tant mieux. Et puis je vous invite à continuer les conversations dans ce sens-là. En général, je mets aussi la People Business Partner en copie, donc les HRBP en copie qui sont au courant et qui, elles, gèrent toutes les évolutions de carrière en interne. Et puis, si ça arrive quelquefois où ils disent, ah ben non, je ne suis pas du tout au courant, merci, je rebondis dessus et je lui en parle à notre prochain point. Et puis, ça permet aussi d'assurer voilà, le suivi. Super. Et du coup, ça tombe sous le sens de la question de Catherine. Catherine, donc du coup, vu la réponse, je pense que tous les questionnaires, en tout cas, ne sont pas anonymes. Est-ce que certains sont anonymes? Je sais que nous, par exemple, on les rend anonymes parce qu'on est une petite structure, on est 25 personnes, donc
on pense que c'est mieux de les faire anonymes. Quel est ton avis dessus? Et surtout, parce que moi, ce qui me faisait peur, c'est de me dire si je fais un questionnaire non anonyme, est-ce que je suis vraiment sûre que les gens vont répondre de manière honnête? Je pense que c'est un peu la question aussi de Catherine, de savoir finalement comment vous avez fait pour rendre les questionnaires non anonymes si c'est le cas. Alors, le seul questionnaire qui n'est pas anonyme chez nous, c'est celui de la retraite. Donc, c'est une journée où voilà, on demande vraiment aux collaborateurs de nous dire explicitement ses aspirations. Tous les autres sont anonymes, donc via un outil sur lequel on a la possibilité de savoir en général l'équipe à laquelle la personne appartient. Mais si l'équipe fait moins de 5 personnes, c'est bloqué. Donc, finalement, à part, alors, quelques fois où voilà, il y a des salariés où on reconnaît très bien leur façon de parler, leur façon d'écrire. Donc, de temps en temps, j'arrive à deviner, mais c'est très, très rare. En général, j'ai vraiment aucun moyen de savoir qui a répondu à la question. Et en fait, on a décidé de laisser ça anonyme parce qu'on se rend compte que les gens, encore une fois, on a testé, les gens répondent beaucoup plus facilement s'ils ont l'assurance de la confidentialité. Et ce qu'on a même fait, c'est qu'on a limité les réponses uniquement à moi. Donc, je suis la seule aujourd'hui à voir les réponses des collaborateurs. Parce qu'à une époque, quand les managers pouvaient voir les réponses de leur équipe, eux devinaient beaucoup plus facilement qui répondait quoi. Voilà, s'il y en a un qui a mis j'ai le moral à zéro, s'ils connaissent un peu leurs équipes, ils savent qui c'est. Alors que moi, aujourd'hui, j'ai trop de distance avec les équipes, précisément. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était le meilleur moyen pour avoir un maximum de retours. Je répète souvent aux nouveaux quand ils arrivent, c'est moi qui suis derrière le questionnaire. Donc déjà, sachez que c'est moi. Si vous êtes énervé contre un truc, ne vous énervez pas contre moi. Je suis derrière, donc je ne suis pas forcément responsable de la problématique. Et puis l'idée, c'est vraiment qu'on trouve une solution ensemble. Donc, voilà, mais je conseille quand même de garder ce côté anonyme, c'est important parce que les personnes se lâchent plus et on a vraiment du feedback réel. Après, pour compenser ça aussi, j'ai ces fameuses stay interviews, donc ces entretiens que je mets en place de façon individuelle assez aléatoirement avec les gens. Ça me permet d'aller creuser un peu plus loin et de dire, tiens, j'ai eu un feedback comme quoi dans ton équipe, il y a tel problème. Et puis, généralement, en face à face, la personne me dit « Ah oui, oui, d'ailleurs, c'était moi qui te l'ai dit. » Et puis voilà, je creuse un peu le sujet et j'en sais un peu plus. L'idée, c'est vraiment pas de pointer du doigt celui qui fait le retour parce qu'on est dans une entreprise internationale, on a plus de 30 cultures, de 30 nationalités différentes chez AB Testi. Et en fait, je leur dis toujours, il y a peut-être quelque chose pour vous paraît bizarre ou problématique et pour moi, pas du tout. Et finalement, c'est juste une histoire de culture et inversement. Ça se trouve, il y a des choses qui vous paraissent évidentes et moi, ça me paraît très bizarre. Donc voilà, dans le dialogue, sans jugement, en général, on arrive à trouver des solutions. Totalement. Merci pour ces précieux conseils. Alors, Marie nous demande, nous, c'est quelque chose qu'on fait aussi, mais de ce que j'ai cru comprendre, j'ai l'impression que vous le faites sous un autre nom. Elle demande avant la retraite, donc au bout d'un an, est-ce que vous demandez aux salariés des rapports d'étonnement 3 mois après leur arrivée? Il me semble que tu nous as parlé justement d'un questionnaire qui était quand même visé à améliorer votre onboarding. Donc, ça doit être c'est un peu ce que nous, on appelle le rapport d'étonnement. C'est ça, oui. Alors, on a testé des choses aussi là actuellement parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires en interne pour gérer tous les sujets. On a un questionnaire assez simple qui est envoyé à la fin de l'onboarding. Donc, c'est un peu un rapport d'étonnement puisqu'on leur demande qu'est-ce qui vous a surpris de façon positive ou négative. Aujourd'hui, c'est moi du coup qui récolte les feedbacks et puis voilà, si je vois des petites choses à améliorer, généralement, comme c'est juste après l'onboarding, c'est surtout un rapport d'étonnement sur l'onboarding et pas tellement sur l'entreprise. À 3 mois, aujourd'hui, il y a un point qui est fait avec le manager, mais je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait aller plus loin, qui n'est pas encore assez développé chez nous. Et essentiellement parce que ça prend du temps et des ressources. Totalement. Mais je peux dire pour l'avoir fait dans d'anciennes entreprises que c'est bien de l'avoir. Totalement. Et puis après, c'est vrai que selon la taille de l'entreprise aussi, je pense que le nombre de questionnaires doit être limité, on va dire. Si on a des questionnaires tous les mois, peut-être qu'effectivement, comme tu l'expliquais, Angélique, la personne peut se lasser de répondre à chaque fois aux questions. Ah ouais, l'engagement est moins important. Plus on en met, plus c'est compliqué d'obtenir des retours. Totalement. Écoutez, moi j'ai à peu près toutes mes réponses aux questions que je souhaitais te poser, Angélique, et c'est hyper précieux, donc merci beaucoup pour tes retours. À moins qu'il y ait d'autres questions que je prendrai au fur et à mesure. En tout cas, nous, on voulait vraiment vous remercier. Merci beaucoup pour votre participation. On espère que ça a été intéressant pour vous, que ça a pu répondre à vos questions.
Et surtout, donc voilà, vous allez recevoir un petit mail avec un peu un résumé de ce qu'on s'est dit, nous, pendant cet échange, avec voilà, les questionnaires dont on a parlé. On vous mettra un peu les différents questionnaires dont Angélique vous a parlé pour que ça puisse vous inspirer, que vous soyez voilà, dans une posture plutôt de RH, de manager. Je pense que, comme l'a dit Angélique, c'est un peu le mot de la fin. Pour moi, effectivement, je pense que c'est primordial que le sujet de l'expérience collaborateur, même s'il est plutôt un sujet, effectivement, RH, qui soit, c'est un sujet qui concerne tout le monde dans l'entreprise, autant le manager, le RH que le collaborateur en lui-même. Donc, merci beaucoup Angélique, merci à vous tous. Et puis, vous inquiétez pas, on aura d'autres sujets sur ces thématiques-là, sur les thématiques RH, diversité, inclusion, d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour voir toute l'actualité. Et à bientôt, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Merci beaucoup Angélique. Merci. Et à très vite. À bientôt. Au revoir.